rien à voir. Est-ce que vous avez vu, on change de sujet, on va parler justement de ces nouvelles générations. Est-ce que vous avez vu les résultats de cette étude qui est une étude qui est, je crois, faite régulièrement, Eve, par l'université de Stanford, la Hoover Institution et le Rock Center for Corporate Governance ici aux États-Unis, qui interroge régulièrement des investisseurs aux États-Unis. Et donc là, il y a les résultats. Je regardais les résultats qui ont été publiés en décembre de cette étude. Et alors, j'ai été scotché parce que, là, il semblerait qu'il se passe quelque chose chez les millennials et les Gen X, la génération X. C'est que les jeunes investisseurs sont de moins en moins sensibles aux sujets tels que l'environnement, les questions sociales. Et moi, je pensais qu'au contraire, c'était vraiment un truc, et c'était le cas visiblement avant, puisqu'on peut regarder les chiffres et ça compare 2022 à 2023, et on voit un gros shift dans le comportement de ces jeunes investisseurs. Par exemple, je vous donne un chiffre, par exemple chez les millennials et les Gen X, tout ce qui est sujet à l'environnement, c'est-à-dire de faire des investissements avec cette conscience écologique en tête, c'était quelque chose de très 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 important pour eux à 70% en 2022, et ce chiffre est tombé en 2023 à 49%. On n'est pas en train de parler d'une petite baisse, c'est juste colossal. Ça a baissé aussi chez les Gen X, beaucoup moins bien évidemment chez les Boomers. Et quand on leur pose la question sur justement des social issues, c'est pareil, on a exactement la même tendance, le même phénomène. Comment vous analysez ça, toi, F? Alinéa, moi je sais, tu m'as pitché ta boîte en me disant... C'était une plateforme d'ESG. Ouais, c'était une plateforme d'ESG. Tu me disais, moi je me rappelle quand tu m'as pitché ta boîte la première fois, tu m'as dit les Gen Z, les millennials, ils veulent pas investir comme les boomers. Ils ont une conscience sociale, une conscience environnementale, et quand ils recherchent des investissements. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé à toi, quoi. Je me suis dit, mais en fait, non. Ça t'a surpris, toi, ces résultats? Ouais, si, ils avaient investi dans nous pour être le sort de ESG version de Robinhood. Donc, c'était vraiment d'être le ESG. ESG, on explique que c'est environnement, social et governance. Donc, grosso modo, est-ce que ça correspondrait au RSE en France, quoi, un petit peu? Non, mais on dit ESG aussi, je vous rassure. Hein. Environnement, social, gouvernance, pareil. Ok. Environnement, social et gouvernance, d'accord. Et en fait, non, mais ce qu'on a constaté, c'est que en 2023, il y a eu une baisse d'investissement de ESG de 20% sur la plateforme des Gen Z. Donc, il y avait beaucoup plus d'activités autour de climate tech, green tech, etc. Et que les gens investissent beaucoup moins là-dedans parce qu'ils sont après la performance et pas après le ESG. Et on a d'ailleurs lancé en janvier 3 différents portfolios qu'on manage dans Alinéa. Donc, on a le All Stars qui est un peu comme Warren Buffett, donc complètement anti-ESG, parce que tu as du Chevron, etc. Mais qui performe très bien. Parapétrolière, hein, pour ceux qui connaissent pas en France. Chevron. Ouais. C'est le total le total d'ici, quoi. Ouais. Ok. Et on a donc, il y a plus de 95% des utilisateurs qui opt-in dans le Warren Buffett, et on a moins de 2% qui opt-in dans le Climate Change Fund. Donc on va le shut down. Ça, il sert à rien, en fait. Mais c'est dingue, là, ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc là, tu as la perfect demonstration de ce qu'on est en train de dire sur Alinéa. C'est-à-dire que ces jeunes-là qu'on pensait ultra sensibilisés à ces questions-là, dès qu'on parle de leur pognon, là, tout d'un coup, on a un disconnect entre ce qu'ils pensent et les propos qu'ils portent et leur stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'ils investissent dans le pétrole parce que les rendements sont meilleurs qu'en fait sur des positions traditionnelles. Incroyable. Qui l'aurait cru? Ça vous surprend, ça? Moi, j'étais très surpris par ces chiffres-là. Comment vous expliquez Comment est-ce que vous expliquez ça? Eve, pour être bien sûr donc d'avoir compris, tu dis que sur le fond qui est très green, on va dire, pour faire simple, celui-là tu vas l'arrêter, tu vas plus le distribuer, c'est ça? On va plus le distribuer. T'as déjà pris la décision ou pas? Parce qu'on a juste, il y a personne qui opt-in to it. En fait, on a pas du tout d'utilisateurs qui veulent investir là-dedans. Et même quand on track, on a cette feature qui s'appelle Creating a Investing Playlist, donc créer son propre portfolio. On a des milliers de portfolios qui sont créés chaque mois par des Gen Z. Et ce qu'on constatait avant, c'est qu'il y avait l'année dernière et en 2021, on avait plein de green tech portfolios qui étaient créés. Après, des fois, les gens, ils investissaient pas là-dedans, mais t'avais quand même, ils créaient des portfolios comme ça. Aujourd'hui, il y a plus personne qui crée des green tech et ESG portfolios. Les gens, ils vont créer des AI portfolios, des Warren Buffett portfolios, etc. Mais moi, je resterai investi quand même. Je continuerai à le proposer parce que tu sais que c'est un des dangers quand t'as une thèse, on va dire, et c'était un peu la vôtre si vous êtes vendu comme ça.
Le problème, c'est que pour toi et donc tes clients demain, si tu changes de thèse tous les ans, tous les 2 ans, le risque, c'est qu'effectivement, tu te prennes les portes les unes après les autres. Si cette année, c'est l'année ESG, tu seras sorti avec tes clients. Après, Seb, il y a eu jamais un grand pool dans l'ESG. Depuis qu'on a lancé la plateforme, il y avait beaucoup plus d'investissements dans les Warren Buffett. En Europe, c'est un massacre aussi, hein, je te rassure. Tout ce qui est ISR, ESG, enfin, tu le sais mieux que moi, c'est une catastrophe. Tout ce qui est moi, j'allais dire, c'est l'opposé en Europe. Solaire, etc., c'est du moins 70, moins 80%. Moi, j'ai investi à titre perso sur ces boîtes-là, l'hydrogène, etc. C'est une catastrophe. C'est entre moins 50 et moins 90%. Moi, je pense que ça va revenir. Mais là, effectivement, c'est winter, c'est sûr. Mais quand on regarde des plateformes d'investissement en France, et d'ailleurs, j'ai un ami qui a monté une boîte qui s'appelle Goodvest, qui t'aide à investir dans l'ESG. Il y a beaucoup plus de super boîtes. Ils viennent de lever une Series A le quarter dernier. Ils ont beaucoup plus d'appétit en France pour l'ESG qu'en Amérique. Ouais, mais de façon générale, moi, c'est un truc que je constate, hein, c'est quand je rentre en France, il y a une véritable conscience écologique, hein, comparée aux États-Unis, dans le comportement des gens au quotidien, hein, vraiment, hein, et c'est très bien, c'est génial, hein, d'ailleurs. Moi, je suis assez fier de ça parce que Camille, en ce moment, là, Camille Lambert, qu'on a l'habitude d'avoir dans Silicon Carnet, il se trouve qu'elle est à SF et elle hallucine. Alors que SF, c'est quand même la ville certainement la plus écolo qui existe aux États-Unis. Mais peut-être pas la plus, mais une des plus. Je connais beaucoup moins les États-Unis que vous, mais moi je me rappelle il y a une quinzaine d'années, j'avais visité notamment Portland. Je venais du Canada et j'avais trouvé ça incroyable. Tu vois, les mecs, ils accrochent, les mecs et les filles, ils accrochent leur vélo au bus. Il y avait pas 2-3 poubelles, il y en avait 5. Je comprenais rien. Tu vois, je savais pas comment trier mes déchets, etc. C'était il y a 15 ans. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas l'Amérique. Non, je suis d'accord. SF, Portland, c'est pas l'Amérique. Peut-être. Non, c'est pas l'Amérique. Toute petite partie. Est-ce que moi j'analyse ça aussi, c'est que bon, ça montre quand même l'angoisse en fait de cette nouvelle génération face à tout ce sentiment d'incertitude économique qui fait que bon, ok, on a des idées parce que c'est une génération qui est très investie politiquement, socialement sur toutes ces questions-là. Mais sur la partie économique, ils sont flippés, quoi. Ils sont ultra flippés. Ils se disent, c'est dingue de voir comment est-ce que ces convictions sociales et politiques, ils sont prêts à y renoncer parce que ça montre quand même dans la merde économique dans laquelle ils sont. Oui, le manque de confiance qu'ils ont dans leur futur professionnel et leur futur financier, hein, ça c'est. Il y a ça, je pense qu'ils sont surtout plus complexes qu'on le dit. C'est-à-dire quand, je sais pas chez vous, mais en Europe, on n'arrête pas de dire ouais, les jeunes, ils sont moins fidèles, pas en amour, mais dans leur boîte, etc. Ils restent 2-3 ans après ils s'ennuient, ils s'en vont. On va dire, ils veulent plus d'enfants, ils veulent bien un chien. Bon, ça pollue moins peut-être. Tu vois, je pense, on caricature beaucoup. Mais c'est pas, c'est pas si simple que ça en fait. Voilà. Ouais. Et on dit ils prennent plus l'avion. Mais attends, moi j'aurais 20 ans, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à New York, j'ai envie d'aller en Thaïlande, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on n'a qu'une vie. Moi, ce que je constate aussi avec les Gen Z, c'est qu'ils sont très vocals. Donc, ils sont très vocals sur les plateformes sociales. Ils vont dire, par exemple, moi, je boycotte Starbucks avec la guerre qui se passe, etc. Mais après, behind the scenes, ils vont investir dans un portfolio avec Starbucks parce que Starbucks performe super bien sur les marchés financiers. Donc, il y a un côté de ce que je montre au monde et il y a un côté de ce que je fais. Et ça, ce qui est intéressant avec les Gen Z. Enfin, je pense pour moi, il y a quand même 3 trucs là qui me font réagir là immédiatement avec ça. C'est d'un côté, le fait que quand ça se durcit, tout le monde pense qu'à sa gueule. Quand ça va bien, on veut bien penser à des grandes causes, etc. Mais là, quand l'économie commence à se retourner, que les gens se rendent compte que l'immobilier coûte une blinde, que leur retraite est pas assurée du tout par rapport à leurs parents, etc. Ils disent je vais en prendre quand même pour moi. Donc, en l'occurrence, sur les portfolios, c'est encore plus important, quoi. Je vais pas investir dans un truc qui est sous-performe pour me tirer une balle dans le pied pendant que les autres sont encore toujours en train de se faire de l'argent sur des portfolios classiques. Moi, je vais être comme Warren Buffett, du coup. Et je dis pas que je suis fondamentalement différent. Je suis pas en train de prêcher le plus sain que ça, mais c'est no bullshit, hein. Ouais. Non, mais voilà, mais du coup, je pense que tout le monde est dans ce truc-là où au final, quand ça devient dur, c'est chacun pour sa gueule. Et je pense que dans le futur, ça va être vraiment compliqué, du coup, d'aller chercher des sujets durs, d'aller changer les sujets difficiles dans des environnements qui sont vraiment difficiles, d'aller faire des choses ambitieuses, etc. Le deuxième truc, c'est la volatilité absolument dingue de l'opinion de ces générations. Les stats que montre ça, c'est que les boomers, eux, sont droits dans leurs bottes. Ça a pas bougé, les stats ont pas bougé.
Par contre, les millennials et Gen Z, on est passé de 70% de très concernés à 49%. 20 points, c'est énorme, t'as raison. 20 points en un an, énorme, c'est considérable. Un swing énorme. Et donc c'est énorme, énorme. Et c'est Après, vraiment. faudrait voir l'étude. C'est une étude ricaine, encore une fois, mais en Europe, moi, je dirais, il y a quand même un mismatch entre celui qui va être très intéressé par ces thèmes-là. Et je vais mettre dedans même l'inclusion, enfin plein de choses, tu vois, qui sont pas des gens qui vont investir. On parle pas des Américains ou tu vois, on parle là des jeunes Américains qui investissent. Donc là, t'as pas mal de biais. C'est pas la population en général. Et en Europe, le trait est encore plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es militant pour la planète, j'en sais rien, que t'étais contre les méga bassines, les trucs, les machins, voilà, la bourse, les cryptos et tout, et jamais en rêve, quoi. Donc ou en cauchemar. Non, mais aux États-Unis, tout le monde investit aussi, hein, parce que c'est beaucoup plus répandu, parce que si tu te prends pas en main, quoi, tu vois, t'as pas de système de retraite comme en France, etc. Hein, Eve, hein, les gens sont sensibilisés à ça beaucoup plus vite. Hein. Les gens commencent à investir dès l'âge de 18 ans. Ouais. Et ils commencent une différence culturelle. Ouais. Et ils commencent à vraiment investir une partie de leur salaire dans les marchés financiers dès qu'ils ont leur premier job, donc à 21, 22 ans. Et y compris les woke et les démocrates, hein, tu vois, c'est vraiment tout le monde, quoi. Il y a une sensibilité à ça très très jeune. Est-ce que vous pensez pas non plus que s'il y a aussi un petit peu une forme de ras-le-bol en fait de toutes ces questions climatiques, machin. Est-ce que les gens, ils en ont pas un peu ras-le-bol de ça, quoi? C'était mon troisième point. Je pense qu'il y a un ras-le-bol derrière l'espèce de greenwashing, parce que il y a quelques mois, donc pas en rapport avec l'analyse que vous faites là, mais il y a quelques mois, je voyais passer une liste justement de d'entreprises top performantes qui passaient les critères de ESG. Et en fait, derrière, on s'était rendu compte que le nombre de greenwashing qu'il y avait derrière, c'était les mêmes entreprises qu'on voyait par ailleurs. Alors, évidemment, les pétrolières, elles devaient avoir un peu de mal à rentrer dedans. Mais on n'aurait pas défini ça comme des entreprises ESG. Si on t'avait demandé cette entreprise-là, est-ce qu'elle est ESG, t'aurais probablement dit non. Et donc c'était des Coca-Cola, des McDonald's, des trucs comme ça. En France, c'est pareil. Hein, les pires scandales, c'était les meilleures boîtes les mieux classées. Hein. Orpea chez les EHPAD, Volkswagen avec le Dieselgate il y a quelques années, c'était très souvent en tête de gondole de tous les fonds ISR, ESG. Bah, je suis hyper d'accord avec toi, Kevin. Si ce n'est que là, enfin moi, j'avais l'impression, Carlos, tu nous emmenais plutôt sur le côté ras-le-bol, quoi. Et donc du coup, je vais voter Trump, fuck tout le monde. Et en France, on n'est pas loin de ça aussi, parce qu'on c'est vrai qu'on nous bourre le mou tous les jours à dire vous chauffez moins, etc. Et on l'a fait, on culpabilise les gens. On culpabilise des gens. Tu vois, maintenant, là, c'est un truc de fou. Je suis sûr que vous l'avez pas vu vous aux US. Et Kevin le voit comme moi. Depuis, ça va faire 6 mois ou 1 an, toutes les pubs pour bagnole, à la fin, il y a 4-5 messages sur lesquels ils doivent tourner. Donc, ça a été voté, c'est une loi. Et donc, ça tourne entre au quotidien, utilise les transports en commun, utilise genre le moins possible ta bagnole. Donc, t'imagines, tu vends un truc, mais en fait, on te dit de le faire que le week-end pour, enfin, ouais, c'est comme quand pêche, tu vends de l'alcool, consommer avec modération. Voilà. Ouais, mais les voitures, c'est pareil, c'est consommer avec modération. Ok, quoi. Ça pollue et je suis hyper d'accord avec ça. Les gens, ils en ont ras le bol. Je suis passé à l'hybride il y a 10 ans, c'est pas le sujet. Mais typiquement, moi, tu vois, je suis en banlieue parisienne, je suis à 5 bornes de Paris, hein, je suis pas à 1h30. Pour déposer les kids le matin, c'est 30 minutes de marche. La bagnole, c'est 5-6 minutes. Tu crois que je vais, avec les sacs à dos, etc., qui font 12 kilos, aller à pied? Mais tous les matins, on me dit, sur les radios, sur je sais pas quoi, etc., au quotidien, tu prends les transports, mon pote. Moi, ça n'a aucun sens. Bref. Alors, aux États-Unis, en plus, en 2023, le terme, sur le plan politique, il est devenu super chaud, Eve. Hein. C'est-à-dire que il y a vraiment, les républicains ont fait un travail de sape au Congrès pour justement introduire des lois qui étaient pratiquement anti-ESG, quoi, dans la société américaine. Et ils sont arrivés dans la narrative politique à vraiment associer cette histoire de ESG avec le wokisme, avec une forme de wokisme capitaliste qui auquel il ne faut pas croire, parce qu'en fait c'est que du bullshit. C'est un peu comme ce label ESG, c'est un peu comme le label bio. En fait, on se rend compte que il y a rien de bio derrière, etc. Les républicains sont arrivés à ça, à se faire ce lobby-là de façon phénoménale. Exactement. Et c'est ça ce qu'on recevait comme feedback des Gen Z, c'était à chaque fois son portfolio ESG, ça performe pas très bien, et 2, ça ressemble pas à un portfolio ESG. Donc pourquoi est-ce que je mettrais mon argent là-dedans? Donc c'est fake, c'est ça quoi. Fake news, quoi. Fake news. On n'en est pas là ici, mais bon, tu vois quand même des signaux, tu vois les Zemmour et compagnie, et le pouvoir en est conscient. Tu vois, Macron, il y a quelques mois, je crois, avait sorti j'adore la bagnole.
J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que Macron ait déjà acheté une bagnole et aime ça. Mais tu vois, il sent que ça monte et il est obligé d'envoyer des petits signaux politiques, là. Politiciens ou populistes. Tiens, en parlant de génération, je suis tombé sur un chiffre hallucinant aussi à propos. Cette fois, on parle plus des Gen Z et des millennials, mais sur les baby boomers. Moi, ça m'a halluciné. Je suis tombé sur ce chiffre-là. Les membres de la génération Mi, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, ces baby boomers, possèdent plus de 19 trillions de dollars de biens immobiliers aux États-Unis. C'est le double des millennials et c'est environ 5 milliards de dollars de plus que les membres de la Gen X, c'est-à-dire nous, enfin moi, Sébastien, toi tu c'est pas Eve, certainement, peut-être pas Kevin et Eve, mais bon voilà. Non. Mais ce qui est assez hallucinant quand on regarde ça, c'est qu'en gros, on a une génération de baby boomers qui a complètement trusté le marché de l'immobilier. Ils ont vécu une période économique dorée, ces baby boomers, avec des taux d'intérêt récemment. Enfin, ils se sont enrichis avec leur vie professionnelle. Ils ont eu des taux d'intérêt super bas et ils ont utilisé leurs énormes économies pour finalement accumuler un patrimoine immobilier qui est absolument colossal. Aux États-Unis, les baby boomers détiennent 41,6% de la richesse immobilière du pays. Enfin, je sais pas quoi. C'est et là, il y a un truc quand je regardais ces chiffres-là, c'est que bon, ces boomers, non seulement ils sont en train de sortir du monde du travail, mais ils vont vieillir, ils vont mourir et ils vont libérer tout un tas de logements parce qu'ils vont aller soit shrinker en fait prendre des trucs plus petits quoi parce qu'ils ils peuvent plus assumer l'entretien. Enfin, c'est trop de travail, pas une question financière, mais plus une question de boulot. Ou alors même ils vont mourir, ou alors ils vont rejoindre des maisons de retraite. Et donc en fait, on va avoir, si on regarde, parce que l'économie c'est beaucoup de la démographie, une baisse massive des prix de l'immobilier dans les années qui viennent. J'entends des potes à moi dire c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas certain. Quand j'ai vu ces chiffres-là, tout d'un coup, moi, je suis pas propriétaire immobilier. J'ai juste une baraque en Espagne, une baraque de vacances, mais je détiens pas ma résidence principale ici à San Francisco. Je loue. Mais je me dis, je sais pas. Quand vous regardez ces chiffres-là, on se dit que je suis pas sûr que ce soit le moment d'investir dans l'immobilier. Tu te projettes à long terme quand même, Carlos là. C'est 2030-2040. Ah ouais. Ok, 2030 c'est demain, mais 2030-2040, Coco. Okay. Moi, ça m'a jamais choqué, mais je sais qu'il y a souvent le débat, et même ici, tu vois, mais ça m'a jamais choqué, si tu veux, qu'il y ait un peu plus de pouvoir d'achat et évidemment de patrimoine en fin de vie. Tu vois, quand il te reste 10 à 30 ans à vivre, ça me choque moins que tu sois un peu plus riche que ceux qui ont 40, 50 balais, qui sont à peu près au top. Avant de décliner et 2-3 fois plus que les plus jeunes qui démarrent par définition et qui n'ont rien. Oui, mais c'est l'accumulation qui est assez impressionnante, c'est-à-dire que t'achètes des biens mais que tu revends ton bien d'avant pour acheter un autre bien mieux, quoi, tu vois, plus grand ou dans une autre ville, etc. Mais là, c'est que ce qu'on voit, c'est que les baby boomers, ils ont accumulé, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vendu, ce qui fait que le prix de l'immobilier a énormément augmenté à cause de cette accumulation. Alors, ceux qui vont en prendre plein la gueule, c'est les millennials, encore une fois. Alors ça, c'est vous, là. Les millennials, Kevin, c'est toi, quoi, en fait. Alors, pour vous, ça, c'est la super mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que, en gros, vous avez pas eu les biens immobiliers, vous avez acheté vos biens immobiliers au moment où les prix étaient super hauts parce que les baby boomers ont gardé leurs biens immobiliers, donc ça a raréfié, en fait, les biens, notamment dans les villes, et vous n'avez pas pu avoir accès, en fait, à ces biens-là. Ils vont crever, tous ces biens-là vont se libérer sur le marché, généralement entre 2030 et 2040. Et alors là, Gen Z, par contre, elle va pouvoir profiter de ce truc-là parce qu'il va y avoir tout un tas de biens qui vont se rentrer sur le marché avec des prix qui vont certainement baisser, quoi. C'est assez drôle, quoi. Mais oui, il y a 53 trillions qui va être pass down là de baby boomers au Gen Z dans les prochaines années. C'est une énorme somme. C'est colossal. C'est colossal. Donc les millennials, c'est ceux qui sont nés entre 81 et 96. Donc ceux qui nous écoutent là, c'est de vous que je parle, quoi, en fait. Si vous êtes nés entre 81 et 96. En tout cas, aux États-Unis, ils sont arrivés sur le marché du logement, était certainement une période la plus difficile pour eux. Ils ont commencé leur carrière juste après 2008 en pleine récession. Ils ont accumulé des dettes par rapport à leurs études qui sont absolument colossales ici, en tout cas aux États-Unis. Et ils ont fait face à une pénurie de logements parce qu'en plus, il y a eu un ralentissement de la construction ici aux États-Unis. Donc, et en plus, ils se sont tapés le Covid.
Et il y en a beaucoup, je sais pas si vous avez vu, bien évidemment, qui se sont barrés, en fait, des centres urbains pendant la période du Covid, et qui du coup se sont mis à acheter des baraques en banlieue ou dans des zones beaucoup plus isolées. Bah chez vous, il y en a plein qui sont partis dans le Colorado, là. Ouais, dans le Colorado, même en Arizona, des trucs comme ça. Et alors là, ils se rendent compte que leur vie est juste boring, qu'ils se font chier, quoi, en fait. Ils se font chier comme des rats morts. Phoenix à 50 degrés au mois de juillet, ça va pas être drôle. En plus, ils se rendent compte d'un autre truc, c'est qu'ils sont propriétaires et que finalement d'être propriétaire, c'est pas la joie parce que t'as plein de réparations, de trucs à faire dans ta baraque. Kevin, tu dois. Moi, quand j'ai un problème, si j'ai une lampe qui déconne, j'appelle. Vu le prix du loyer que j'ai à San Francisco, je peux te dire que j'appelle et les mecs ils viennent changer le truc illico, quoi. C'est quoi un loyer? 5 000, 10 000, j'ai aucune idée. C'est quoi un loyer, une baraque? Bon, les baraques elles sont monstrueuses chez vous, mais. Non, moi je paye $7,000 de loyer par mois. Putain la vache. C'est pas mal, hein. C'est un one bedroom à New York. Aujourd'hui. Et $7,000 de loyer par mois, je me dis j'ai une super affaire. Ouais, tu te rends compte le raisonnement? Je me dis putain, j'espère que je vais pas. T'as combien de bedrooms? 4. C'est une super affaire. C'est une super affaire. Je pense que le prix sur le marché, bon alors maintenant c'est pas du super neuf, tu vois, c'est pas du. Par contre, je suis dans un quartier topissime, je suis près du Golden Gate Park, je suis à Coal Valley, je suis dans San Francisco, j'ai un garage, j'ai un backyard, voilà. Le prix sur le marché de mon truc, je pense qu'on est plus sur 10-12 000 normalement par mois. C'est ça le prix. 10 000 balles en France, t'as un truc de dingo, Kevin, hein, on est d'accord? Ah oui, non mais les prix, moi quand je suis parti de SF, c'était un 2 bedroom pour $4,000. Et pas dans un quartier aussi beau que Carlos, c'est pas du tout une baraque, c'était un appart. Donc non, les prix sont complètement dingues. Et c'est pour ça que tout le monde s'est barré de SF pendant Covid. Il y a aucune raison d'être là, donc il y a plus aucune raison d'être là, donc c'est barré. Mais là, en effet, quand tout le monde redemande à revenir au bureau, là, ça fait grincer des dents, quoi. Bah oui, parce que t'as un commute énorme, voilà. Donc ils sont barrés. On leur demande de revenir au bureau, donc maintenant ils doivent se taper du commute. Ils ont découvert la joie du propriétaire avec des prix d'inflation de taré à la fois sur la main d'œuvre, mais aussi sur le matériel, quoi. Et puis aujourd'hui, ils sont complètement stuck parce que ils peuvent plus revenir. Ils peuvent plus revenir en centre parce que les prix ont explosé dans les centres urbains. Les taux d'intérêt ont augmenté comme un taré. Bref, c'est la déprime chez les millennials. Hein. Ouais, parce que ce que les boomers connaissaient pas, c'était tous les plans de roommate, voilà, de prendre un appartement avec 4 roommates, avec tous les scandales qui peuvent se passer dans ta vie parce que les roommates te pourrissent la vie parce que vous êtes 4 et donc la vie en communauté c'est super. Et ça, il y a des histoires. Je pense que tous les millennials vont se reconnaissent là-dedans à travers le monde du fait du prix de l'immobilier dans les grandes villes, quoi. Et alors, en plus, il y a un phénomène pour accentuer en fait ce qu'on est en train de dire. C'est la Gen Z accélère le phénomène parce que la Gen Z, elle est restée en ville parce qu'elle restait chez papa et maman. Tu vois? Et donc, et la Gen Z commence à coûter cher à la Gen X, qui finance finalement parce que du coup, la Gen X est obligée de garder leur maison en ville parce qu'ils ont encore les gamins à la maison. Ok, et donc leur deuxième bien immobilier, ils le mettent en location, mais comme la Gen Z leur coûte super cher, ils sont obligés de faire monter les loyers pour subvenir à la vie, et la Gen Z veut pas se barrer. Et elle veut. Donc on est sur un truc là, mais c'est dingo. Et donc ça va avoir des incidences sur le plan démographique parce que la seule façon de s'en sortir pour les millennials, c'est de pas faire d'enfants, c'est d'avoir un double income, no kids, comme on dit, les dinks quoi en fait ici quoi. En fait, ouais. Bon bref. Bonne chance les gars. Je sais pas comment ça se passe en France, mais pour les cœurs. Bonne chance.